Ce n'est pas le moment de discuter, de faire ou non des compromis, parce que fondamentalement, on n'avance pas vers une paix avec la Russie. Nous devons demander à la Russie de ne pas nous attaquer, parce qu'à chaque fois que la Russie peut vous attaquer, vous devez être prêt. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que toutes les avancées de la Russie signifient autre chose. Poutine l'a dit lors d'une conférence. Non, on n'a pas eu tout ce que nous voulions, on va continuer. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous devons rester assis et dire « Désolé, s'il vous plaît, arrêtez » ou un truc dans le genre? Ce n'est pas la position que l'on doit adopter. Cette faiblesse, Poutine la sent comme un animal, parce que c'est un animal et il aime l'odeur du sang. Et c'est pour ça qu'il sentira sa force et il vous dévorera tout entier. L'Europe, l'OTAN, votre liberté, votre démocratie. Oubliez tout ça. C'est pour ça que je ne vois aucun signe de paix. Je ne vois que les pas d'un pays terroriste. C'est exactement ce que vous nous disiez un peu en début de cette émission, hein, Natalia. C'est-à-dire que Poutine a l'objectif de s'agrandir, a un programme, contrairement peut-être à Zelensky qui ne dévoile rien encore, et on parlera de la Crimée dans un instant, mais il a un programme, et ce programme, ça peut être, comme le dit souvent Hélène Blanc sur notre plateau, d'agrandir ses frontières, toujours. Mais exactement. Et le problème, c'est qu'il y avait une blague au début, quand on disait Poutine a déclaré la guerre à l'OTAN, mais l'OTAN n'est pas là, encore. C'était une blague, mais aujourd'hui, on peut dire Poutine a déclaré la guerre à l'Occident, et l'OTAN ne s'est pas présenté. En fait, c'est ça le truc, c'est que aujourd'hui... C'est-à-dire qu'à chaque fois, il teste, et même ce qui s'est passé, un petit incident en Pologne, une partie de l'OTAN ne réagit pas à chaque fois. L'Europe nous montre qu'elle ne veut pas de guerre. Par rapport à l'Ukraine alliée, Pistorius a dit il y a quelques semaines, ou il y a 2 semaines, je pense, que l'Ukraine n'est pas notre allié. Le ministre de la Défense allemand. Il faut écouter ce que les gens disent. Donc ça, c'est lourd de sens, quand il déclare officiellement que l'Ukraine n'est pas un allié. Quand Zelensky demande une aide urgente, avant-hier, les États-Unis, avec le Congrès en vacances, qui ne revient que le 9, ont décidé de donner pour 1 million ou 1 milliard d'armement en Israël sans le vote du Congrès. Pourquoi? Parce que l'Israël l'achète. Je pense que tout n'est question que de l'argent. Parce que quand Zelensky dit « donnez-nous », est-ce que c'est parce que les hangars sont vides ou est-ce que c'est parce que le Patriot, ça coûte, je ne sais pas, vous connaissez mieux le prix de Patriot ou le prix de chaque missile anti-aérien, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent en Europe. Alors si Zelensky disait « j'achète », est-ce que ça ne serait pas différent? Est-ce que cette aide ne viendrait pas plus rapidement? Je crains que c'est aussi cynique que ça. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale nous a montré que l'Europe ne s'est pas présentée à la guerre avec Hitler. Et il y a tout ça. Et il faut relire les livres de l'histoire. Magali, il appuie sur des mots qui font mal. Démocratie, liberté, OTAN. Là aussi, ça vise aussi un public américain. Peut-être qu'il s'adresse aussi aux Américains en employant tous ces termes. D'ailleurs, il le fait dans The Economist. Hein. C'est quand même la presse internationale. Et évidemment, il s'adresse aux anglo-saxons, il s'adresse aux Américains. Quand il parle de défense de la démocratie, on sait bien combien, notamment Joe Biden, insiste beaucoup sur cette lutte entre les démocraties et les régimes autoritaires, Russie, Chine. Donc, évidemment, il appuie sur ce narratif qui est du côté des Américains pour essayer de les motiver, de les mobiliser. Parce que, quand même, ce qui est assez frappant, je trouve, dans cette interview à The Economist, c'est qu'on sent une vraie fébrilité du côté de Zelensky. On sent cette inquiétude, justement, quand il décrit Poutine comme un espèce d'ogre assoiffé de animal. Sang. Ouais. Et c'est pas la première fois qu'il emploie cette figure d'animal. Ouais. Mais c'est vrai que là, il essaye de faire comprendre, en tous les cas, c'est ce qu'il essaye de faire, que derrière, en effet, derrière l'Ukraine, il pourrait y avoir d'autres objectifs pour Poutine. Et ça, c'est une façon d'essayer de mobiliser les Européens et les Américains. Sauf qu'on voit bien que pour l'instant, cette mobilisation, malgré quand même tous les discours qu'il a pu avoir, malgré son passage au Congrès en décembre dernier, justement pour alerter les congressmen américains du danger,
pour le moment, ça ne paye pas. Et pour le moment, Zelensky vit sur ses stocks, essaye de développer une industrie de défense localement, mais tout ça, encore une fois, va prendre du temps et l'Ukraine n'a pas un million de drones, un million de drones produits localement en Ukraine, mais c'est pas pour tout de suite. Or c'est maintenant que l'Ukraine a besoin de ces missiles antimissiles pour stopper ces frappes russes sur le territoire. Général Perruche, il le fait pas dans n'importe quel hebdomadaire, il le fait là où justement son chef d'état-major Valéry Zaloujny disait que nous sommes dans une impasse. Il y a une fébrilité, je suis assez d'accord avec Magali, mais il y a aussi peut-être une volonté de créer peut-être un dernier espoir, une sorte d'électrochoc. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas qu'on est dans une impasse, mais voici ce que je dis. J'alerte sur les risques. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. La Crimée, on en parlera. Il dit avoir un plan pour la Crimée, pour tenter de récupérer la Crimée. Mais il y a une volonté aussi de s'afficher en dehors de son chef d'état-major et de prendre la parole en tentant peut-être, je le disais, le dernier espoir, peut-être. Oui, plusieurs choses. C'est marquer sa détermination sans faille, à travers à atteindre ses objectifs, ceux qu'il a décrits il y a plus d'1 an maintenant, dans ces 10 points, là, etc., retrouver les frontières, etc. Ça, c'est le premier point. Dire, malgré tout ce qui se passe en ce moment, n'en doutez pas, la détermination des Ukrainiens est intacte. Elle n'a pas baissé. Même s'ils ne reprendront pas ce plan 10 points. Il l'axe plus sur le centre de gravité, la Crimée. Il insiste plus. Alors, deuxièmement, il fait un appel qui est quand même un cri d'alerte sur « soyez cohérents ». Mes soutiens, vous avez dit que ma guerre est la vôtre. Vous l'avez dit. Vous avez dit que si Poutine gagne, c'est l'Occident qui perd. C'est un précédent fâcheux pour le monde entier. Après, ça prouvera que l'utilisation de la force, finalement, paye. Et donc, on va avoir des reproductions de guerres de cette nature-là un peu partout. Donc, il y a un grand risque pour vous. Et puis, la troisième chose, je crois que le moment où il le fait, tout le monde a en perspective ce qui pourrait se passer si Donald Trump est réélu président des États-Unis à la fin de l'année 2024. Avec la façon qu'il avait de traiter l'OTAN dans son premier mandat, beaucoup de gens en Europe doivent commencer à trembler. Parce que les Européens, comme vous l'avez très bien vu, à travers les déclarations diverses, sont profondément désarmés. Pendant 30 ans, ils ne croyaient plus à la guerre de haute intensité. Donc, ils n'ont plus fabriqué de stocks de munitions importants comme ceux qui sont nécessaires dans une guerre de cette nature. Et surtout, la quantité de systèmes d'armes, si vous voulez, s'est affaiblie d'une façon incroyable. Pensez que la France s'est dotée de 76 canons de 155 seulement. C'est le noyau de l'artillerie française. 10 lance-roquettes multiples. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment... c'est extrêmement faible. Et sachant que nous ne sommes pas le pire pays d'Europe. Donc il y a bien pire que nous en Europe. Alors c'est assez tragique pour moi de voir que quand on additionne les PIB de ces 27 États européens qui forment l'Union européenne, on arrive à des dizaines de fois le PIB de la Russie. Et qu'en face, on n'est pas capable de répondre militairement à un pays qui, certes, a augmenté beaucoup ses dépenses de défense jusqu'à, je crois, 109 milliards de dollars cette année. Mais quand vous ajoutez le budget français et le budget allemand, vous arrivez pratiquement à la même somme. Donc, où est l'erreur ? 1, la volonté. 2, l'organisation au niveau européen. Michel Dzerzhinsky, c'est quelqu'un qui est désespéré, qui tente le tout pour le tout, ou qui veut aussi se réaffirmer en tant que chef de guerre. C'est-à-dire que moi, je vais essayer malgré tout de reprendre un peu du poil de la bête, si j'ose dire. Je ne pense pas qu'il est désespéré. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui sont lancées. Il a lancé l'initiative de créer plus de 55 000 drones par mois. Aujourd'hui, il y a plus de 70 000 hommes ukrainiens en Europe qui s'entraînent. Il a prévu une remobilisation. Les Européens avaient dit on va former plus de 40 000 hommes jusqu'à janvier 2024, en 6 mois. L'Union européenne seulement. Ils ont rajouté les Britanniques. Voilà. Ils ont prévu une remobilisation en baissant l'âge de la mobilisation et créant de 27 à 25, stock de ressources qui serait de plus de 500 000 hommes qu'il va falloir former, équiper, envoyer au front, et ça va mettre du temps. Donc il y a tout cela. Il sait aussi que naturellement l'aide de l'Union européenne et les impératifs politiques ne suivent jamais les impératifs stratégiques. Il y a toujours un décalage entre le temps politique et le temps stratégique sur le terrain. Et donc il va falloir qu'effectivement absorber ce temps-là. Et en même temps, il réaffirme un objectif très, très fort d'un point de vue symbolique, et je pense d'un point de vue géostratégique vis-à-vis de la Russie. Il ne faut pas oublier que ce qu'il vise, c'est la Crimée, c'est la mer Noire. Ce qu'il a interdit aujourd'hui à la Russie, c'est la mer Noire. La mer Noire avait été conquise en 1770 on en parlera dans un instant, parce que ici, par Catherine II. Aujourd'hui, ça veut dire que perdre
cette ouverture vers la mer Noire et la mer d'Azov, c'est perdre une primauté géostratégique pour la Russie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Russie, quand on regarde, perd de la géopolitique en termes maritimes, c'est important. Elle n'a pas gagné face à l'Ukraine, qui est un pays qui a 40 millions d'habitants, qui certes est aidé par un certain nombre de démocraties, mais elle n'a pas gagné militairement. On est sur quelque chose de figé. Elle applique une politique de terreur insupportable pour les populations. Mais cela dit, l'Ukraine est toujours debout.